Bonjour à tous. On va terminer la semaine de manière assez originale et finalement vous tous qui êtes derrière l'écran, vous allez voir que demain peut-être, vous allez peut-être devenir archéologue. Mais comment on peut devenir archéologue? Archéologue peut-être dans ses activités, dans le divertissement, dans l'amusement, mais en même temps on apprend plein de choses. C'est tout simplement connecté à une association du territoire qui est tout simplement, et pour ça on reçoit aujourd'hui Carole Cheval qui est archéologue de l'association Archéodidacte. J'ai bien dit Bonjour Carole, j'ai bien dit archéodidacte. Pas facile, hein? Pas facile. Avec toi, on va voir et découvrir les activités de ton association. Elle est basée à quel endroit? À Bagnols-en-Forêt. Mais vous ne travaillez pas qu'à Bagnols-en-Forêt. Vous vous promenez aussi dans le territoire, dans cette découverte aussi? On se promène dans tout le territoire. On s'est même promené jusqu'à Liège. Jusqu'à Liège. Ça, c'est même à l'étranger, alors. Ça, voilà. Voilà. Et puis, quand on parle archéologie, j'ai du mal à me séparer aussi quand on parle de cette période-là de Stéphane Giner. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, aujourd'hui, tu as décidé de nous préparer une chronique qui est alors, vraiment un truc qui est complètement rien à voir avec... Alors, si vous voulez écouter sa chronique, mais finalement, on va juste passer un moment de astronomie et musique. D'accord. En fait, c'est un concept que j'ai mis en place, ça s'appelle Musique, Étoiles et Vins. C'est dans les domaines viticoles où il y a 1 heure de dégustation vente des produits, il y a 1 heure de diaporama. Donc là, il va y avoir un extrait de diaporama de photos qui ont été prises dans le Var par un ami astrono-photographe, où je joue de la musique baroque et celtique. Et ensuite, il y a 1 heure où, avec un pointeur laser, j'explique les constellations avec les légendes qui y sont liées. Et là, tu veux faire une petite minute parenthèse, finalement, d'astronomie qui est là, avec la musique, pour voir, s'évader, se poser plein de questions sur ces étoiles-là. Comme à l'époque où les hommes ont dû se poser beaucoup de questions sur les étoiles la nuit. En tout cas, il y en a une qui va se poser plein de questions aujourd'hui. Tu pourras poser toutes les questions que tu veux. Sandra, bonjour. 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 Alors, ne me laisse pas reprononcer Didacte. Mais oui, je pense que je vais découvrir et je vais passer un super moment avec vous. Et tu vas voir surtout, c'est que pour tes enfants, si tu es enfant, il y a plein de parenthèses assez charmantes et assez originales grâce à l'association qui est là, Archéodidacte. On le disait, Carole, c'est basé, tu le disais à l'instant, à Bagnols-en-Forêt. S'il fallait résumer l'association, c'est une association qui crée du lien et de la découverte et de l'expérimentation. Et c'est le mot expérimentation, c'est que les gens deviennent vraiment les vrais archéologues à vos côtés. Ils deviennent acteurs. En fait, l'idée, c'est d'être un support à la fois pour la recherche scientifique quand on veut faire de l'expérimentation, mais en même temps, on convie le grand public et les scolaires à s'approprier la méthode scientifique en participant à une partie des expérimentations. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour écouter les explications, c'est vraiment, on se baigne tout de suite dans « allez, on va faire, si on veut le faire, on va oui. découvrir ». Il y a plusieurs possibilités, mais effectivement, on invite le grand public à participer. En ce moment, on est sur un protocole expérimental pour les besoins d'une certaine recherche. Et effectivement, il y a certaines personnes qui viennent nous aider à fabriquer des outils en os et les user pour justement des résultats qui vont être présentés dans un colloque prochainement. Là, on voit quelques petits ustensiles, des choses comme ça qui sont là. C'est-à-dire que là, vous allez, j'ai retrouvé des choses. Par exemple, là, tu as quelque chose aussi qui est devant toi. Il y a un amas de terre, j'ai l'impression. Voilà. Alors ça, là, on est sur un autre versant de l'association qui est le support de fouilles archéologiques. Si tu peux le soulever, comme je t'avais montré tout à l'heure. Donc là, c'est la restitution d'un moulage en plâtre. Quand on trouve quelque chose d'extrêmement délicat sur une fouille, on ne va pas le fouiller in situ, on va en faire un moulage. Donc là, c'est en fait une reproduction, évidemment. On ne s'est pas amusé à promener un véritable objet archéologique. Mais on a restitué ce que l'on a trouvé à l'époque donc, sur la fouille des Prés de l'Or à Jabron. Regarde, tu as un écran de contrôle pour le mettre un peu plus face à voilà, génial, super. Donc voilà, quand on était sur cette fouille, à un moment donné, parmi d'autres artefacts, on a trouvé une espèce de conglomérat, donc assez informe comme on peut le voir, avec une espèce de petite poussière blanche et des tout petits morceaux de silex éparpillés autour. Alors, la question se posait sur ce que pouvait être cette poussière blanche. Donc, on a analysé ces petites poussières. Il s'avère que c'est de l'os, c'est une matière osseuse. Certaines analyses assez poussées ont permis de comprendre, de déterminer d'ailleurs l'espèce qui appartenait à cet os. Et surtout, après, ces petits morceaux de silex qui sont des armatures, en réalité. Donc, après une série d'expérimentations aussi pour comprendre comment pouvait s'agencer le tout, on a abouti à un objet que Stéphane on a fait une proposition. Non, pas celui-là, la proposition, c'est avant la... Non. Alors, ça c'est le déchet de taille, hein, mais voilà, donc c'est ce qui est intéressant, on va arriver plutôt au résultat final. On a proposé différents agencements, mais ça c'était le résultat le plus convaincant sur une pointe donc, de projectile composite, c'est-à-dire que le tronc principal est en matière osseuse.
La partie bois, évidemment, est coupée. Il faut imaginer que c'est une hampe beaucoup plus longue, mais on ne sait pas comment se termine cette hampe. Et donc, la seule partie qui reste, finalement, c'est la partie osseuse, sous forme de poudre, et les petites armatures qui sont collées avec de la résine. Alors, j'en ai amené ici, c'est de la résine de pin. On va la faire fondre et on va la mélanger avec des matières grasses animales, et c'est ce qui va servir de colle. Et on va attacher la hampe, probablement, avec du tendon. Finalement, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que de cet amas terreux, entre guillemets, de départ, vous allez accompagner les gens, leur montrer, voilà, et d'étape en étape, votre travail, finalement, pour arriver à cette proposition. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'on a trouvé là, c'est potentiellement quelque chose qui ressemblait à ça. Pour le coup, là, maintenant, on sait que ça ressemble à ça. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a eu différentes hypothèses testées pour l'agencement des armatures sur tout le tour, parce qu'il y a un certain nombre d'armatures. Donc il y a eu des tests, des essais de lancer, soit en propulseur, c'est-à-dire il faut imaginer donc, un levier qui va propulser la hampe, soit en tir à l'arc. Et donc là, ça c'est l'hypothèse la plus possible. Après, effectivement, on ne connaît pas la partie bois. Donc là, on reste dans l'hypothèse. Finalement, ça, c'est l'embout de quelque chose. Maintenant, comment c'était avant, après. Mais en tout cas, on est plus sur une arme de jet lancée soit en propulseur, soit à la main, que sur de l'arc, a priori. Ce que tu es en train de m'expliquer là, tout bêtement, là, c'est-à-dire tu viens de me faire la démonstration de ce qu'est l'archéologie, finalement. Voilà, le travail de l'archéologie, c'est le travail conjoint de beaucoup de spécialités. Ici, il y a eu du travail de chimie, il y a eu du travail de biologiste, il y a eu du travail de tracéologue, pour lire les traces d'usure, parce que pour comprendre la position des armatures et de la façon dont elles ont été brisées, ça va permettre de comprendre la façon dont elles sont rentrées dans le cou du cheval, parce qu'en l'occurrence, on l'a trouvé à peu près, il faut imaginer que c'était pris comme ça dans un cheval. Donc voilà, c'est le travail conjoint de beaucoup de spécialités, mais aussi le travail de géomorphologue, donc de lithiciens, les gens qui ont travaillé sur les outils lithiques, donc en pierre, la lithose c'est la pierre. Donc voilà, l'archéologie, c'est énormément de disciplines qui vont travailler conjointement. Et dans votre association, c'est des activités comme ça que vous proposez, c'est-à-dire sur le territoire. Ça peut être aussi, par exemple, une expérimentation autour de l'agriculture comme elle était à l'époque et se projeter dans cette idée de... Selon les besoins de la recherche, on va faire selon, par exemple, les besoins. Là, typiquement, on avait des gens qui avaient besoin de comprendre l'utilisation de certaines lames en silex. Et on savait plus ou moins le travail du tribulum, mais donc il a fallu recréer les conditions donc de moisson au néolithique et après de passage au tribulum. Et finalement, vous allez travailler avec les gens, vous allez faire planter avec les enfants, par exemple, ils vont vous suivre du début à la fin, c'est-à-dire planter l'épeautre, etc. Et donc là, voilà, on a planté de l'épeautre, du petit engrain, un blé primitif. Ensuite, il a été moissonné donc, avec ce genre d'outils. Donc il faut imaginer que sur une fouille, on va retrouver juste une lame en silex, ces fameuses lames. Et donc là, on a des restes de goudron et qui vont venir s'enchasser sur tout le pourtour comme ça. D'accord ? Donc ça, on va faire ce geste-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur énormément de sites, on va voir ce genre d'objet, ce genre de lame. Et il s'avérait que les traces d'usure n'étaient pas toujours systématiquement agencées de la même façon. C'est-à-dire qu'on va avoir des traces d'usure qui vont montrer qu'il y a ce geste, d'accord, par rapport au blé. Imaginez la tige de blé, voilà, ça, voilà. Donc là, on va avoir une trace bien particulière. Mais on avait des traces qui partaient aussi comme ça. Et ça c'est pas pour la moisson. Par contre, effectivement, ces traces, dans ce sens-là, s'apparentaient plus à ce qui est l'action du dépiquage, c'est-à-dire quand on fait tomber le grain de la balle. Donc ça, c'est une action qui est bien connue avec les fléaux à l'époque médiévale, mais qui était bien connue aussi à la période romaine avec le tribulum. Donc il faut imaginer une espèce de chariot. On va en voir un là. Voilà, on voit très bien le tribulum. Donc là, on voit la partie dessous, et en dessous sont enchâssées des lames qui vont permettre de cisailler le blé quand on va passer au-dessus. Donc le tribulum peut être tracté par un animal ou par des humains, éventuellement lesté avec une pierre ou un enfant ou pas si ça n'a pas besoin. Voilà, là on voit très bien la mule qui tractait le tribulum et qui va venir hacher avec des passages répétés. Elle va hacher les céréales, alors ça peut être du blé mais ça peut être toute autre céréale, et petit à petit le grain va tomber. La paille va être hachée, donc elle va pouvoir être réutilisée soit pour du torchis, soit pour du fourrage. Et là, effectivement, quand on récupère les lames sur le tribulum, qu'on les passe au microscope, on se rend compte qu'on a bien ces traces d'usure qui passent
dans ce sens-là. Et ce qui est pertinent, c'est-à-dire que les jeunes, les enfants, les scolaires, les adultes aussi, parce que c'est à tout âge qu'on peut venir vers vous. C'est-à-dire que là, ce que tu nous expliques de manière, je vais dire, en plus assez précise, comme ça, comment on arrive à ce résultat, et finalement, vous allez reproduire les choses pour montrer. C'est-à-dire que vous savez déjà la réponse à l'avance, etc. Et vous allez accompagner les gens pour refabriquer le tribulum, etc., planter les potres. Et petit à petit, on va leur montrer finalement comment on arrive à ce résultat d'agriculture, comment on sait que c'était comme ça. Attention, hein, ça c'est un résultat qui était... donc ces moissons expérimentales qu'on a faites, c'est parce qu'il y a toujours des recherches. Et il y a notamment, là je ne les ai pas amenées, mais on a une étudiante qui travaillait sur des lames dentelées. Mais le résultat du tribulum, on le doit à une personne qui était au CEPAM à Nice, donc Patricia Anderson, qui était ma tutrice de thèse. Et c'est elle qui a compris que le tribulum n'était pas une invention romaine, mais justement qu'il était un objet qui existait déjà au néolithique en Syrie et probablement même dans nos régions. Donc il faut remonter déjà 6000 avant notre ère et non pas juste à l'Antiquité romaine. La couture aussi, vous pouvez avoir des questions sur la couture. Alors, j'ai pas amené la couture parce que c'est des résultats qui sont pas encore publiés. Après, de manière, ne va pas dans une explication trop longue si on va avoir le temps de tout dire. Là, par exemple, la couture, vous allez aussi travailler sur la couture. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà, on est en train avec un certain nombre de participants, on est en train d'user des aiguilles en os pour les besoins d'une recherche que je suis en train de mener et d'essayer de comprendre quel type de support on pouvait coudre à la préhistoire. Là, on a toutes sortes d'aiguilles. Alors ça, c'est quand on débite les métapodes, donc certaines pièces en os. On va les débiter avec du silex et après on va les affiner, on va les poncer sur du grès petit à petit et on va arriver. Quel autre domaine vous allez aborder encore parce que là, on vient de voir la couture, on voit l'agriculture, on voit les armes finalement. Alors on a fait des expérimentations de tir à l'arc, notamment pour une pointe de projectile bien particulière qui a été trouvée au néolithique aussi, mais en Asie. Donc là, il fallait comprendre la position, comment étaient agencées en fait ces armatures sur le fût. Donc il y a eu différents essais de fait, et donc on a fait des expérimentations de tir. Prochainement, on va avoir aussi une expérimentation sur de la céramique, sur les empreintes digitales et la céramique. Donc voilà, c'est très varié. À Bagnoles-en-Forêt, vous avez un espace qui s'appelle le CAREX, Centre d'archéologie et de recherche. Voilà, c'est le Centre archéologie d'expérimentation et qui est en cours de refonte, c'est-à-dire que la municipalité qui nous laisse cet accès va nous aider à remettre à neuf le lieu. Et on va arriver d'ici un an, d'ici la fin des Journées du patrimoine, on va le rouvrir de façon un peu plus propre. Et qu'est-ce que ce CAREX exactement ? Alors c'est le centre d'expérimentation, mais ça va être aussi un musée de plein air. C'est-à-dire que là, ceux qui viennent là, vous allez recréer les expériences. On y recrée les expériences, mais c'est aussi un lieu d'accueil pour les scolaires et le grand public, où on fait notamment les Journées du patrimoine et où on accueille aussi des stages de fouilles. Donc on a mis des caissons de fouilles en pleine terre, où on a fait sédimenter des artefacts en respectant une stratification pour que les gens puissent vraiment comprendre la notion de fouille et pas de se retrouver avec un bac à sable en fait. Donc c'est vraiment, ils sont mis dans des vraies conditions de fouille. Tu vois ce que tu disais, Sandra, que ça pourrait t'intéresser d'embarquer les enfants là-bas pour qu'ils puissent devenir des archéologues finalement. Ah mais c'est clair, ils sont fanas, mais là ils vont se régaler quoi. Et du coup c'est vraiment, là le CAREX, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il sera ouvert uniquement pour les Journées du patrimoine ou il y a des week-ends qui sont ouverts au grand public ? Nous on donne les journées d'animation sur nos sites Facebook et sur la page internet. Le site, puisque tu le cites, c'est archéodidacte-wordpress, etc. Il va s'afficher. On le trouve assez facilement de toute façon sur Internet. Il y a des dates. Après, on peut s'y promener quand on veut. On avait fait une cabane paléolithique. L'autre jour, il y avait des gens qui pique-niquaient dedans. Et c'est bien parce que ça la fait vivre en fait. L'idée, c'est de voilà. Et là, pour le moment, malheureusement, il n'est pas en très bon état, mais effectivement, on espère que très prochainement, il soit bien cliné. Il y aura un labyrinthe de l'évolution, un sentier pieds nus. Voilà. D'accord. Après, pour y aller, c'est bien indiqué au niveau de la route ? Sur Bagnoles-en-Forêt, oui, c'est assez bien indiqué. C'est géoréférencé sur Google Maps. D'accord. Regardez, il y en a un qui est en train de s'armer. Là. Il s'arme tranquillement. C'est expérimentation. Alors là, avec toi, vous allez voir avec Stéphane Giner, on va rebasculer d'un seul coup au Moyen-Âge.
Ouais, avec la harpe celtique, voilà. Hein, avec la harpe celtique. Tu nous as proposé une chronique qui va être des plus originales, qui va nous mettre dans une pause, j'allais dire... Alors c'est astronomie, donc les photos qui vont être diffusées, elles sont réalisées dans le Var. C'est Michel Lefebvre qui me les a passées gentiment. Il fait de la photographie astronomique au sein du club de Flassan-sur-Issol, Altair 83. Et donc ça, c'est un thème que j'avais monté pour pouvoir faire un spectacle qui n'a jamais eu lieu à cause de ce que l'on sait. Et finalement, là, ça va être un petit extrait d'un petit morceau musical très léger. Voilà. Et en fin de compte, toi, tu proposes cette découverte-là musicale sur le territoire avec 1 heure de visionnage, voilà. Comme si on regardait le ciel, finalement. 1 heure, voilà, il y a 1 heure de dégustation-vente dans un caveau. Il y a 1 heure de visionnage de ces photos-là avec guitare baroque et harpe celtique. Et ensuite, il y a 1 heure dehors avec les constellations, un pointeur laser pour découvrir les constellations et connaître les légendes qui y sont liées. Là, on va voir finalement juste une dégustation musicale. Voilà. Et là, alors donc ça, c'est un morceau. Donc on a tous quelqu'un qu'on aime, hein, qui est parti malheureusement ailleurs, qui a décidé de faire sa vie ailleurs ou qui est toujours présent. Donc, allez, ce morceau, on va les dédier à ces personnes qui nous sont chères et on va y penser, d'accord? Si tu veux. Allez, avec les images astronomiques. C'est charmant. Je crois que c'est peut-être même la chronique qui a demandé le plus de travail, parce que pour en arriver à jouer comme ça, c'est finalement... En plus, ça change devant les caméras que de chez soi. Non, c'était charmant. Je te voyais partir. Tu allais partir faire ta sieste. Là, j'ai senti à 2 secondes près, je suis chopé. Voilà, et ça, il faut aller où si on veut vivre cette expérience sur Facebook? En fait, oui, sur mon compte Facebook, mais normalement, la prochaine, selon les normes que nous allons encore subir, ce sera le 18 juin au domaine Gavotti à Cabas. D'accord. C'est le domaine Gavotti qui quand j'ai proposé ça un petit peu à tout le monde, c'est Gavotti qui a réagi et qui a dit « Ah, ça nous intéresse ». Donc ça s'appelle les solsticiales de Gavotti. La première devait avoir lieu le 18 décembre, elle a été annulée. Donc on aura, parce que c'est lié au solstice d'hiver et solstice d'été, parce que normalement c'est 2 fois dans l'année, afin de montrer que le ciel change. Tout à l'heure à l'oreillette, on trouvait que ça ressemblait un peu à, je veux dire, au Titanic, la musique du Titanic à un moment donné. Ah, je sais pas, mais là c'est Amazing Grace, donc un morceau qui est assez connu. Voilà, on va revenir, tu vois, on va remonter dans le temps, mais en même temps tout en ayant remonté du côté de Bagnols-en-Forêt avec Carole Cheval. On en a parlé de cette association archéodidacte. Qu'est-ce qu'il faut encore peut-être un peu dire pour que les gens aient cette envie d'aller vers vous? Parce que c'est découvrir cette archéologie, ça on l'a bien compris, surtout à tout âge on peut la découvrir. C'est gratuit aussi. Ah oui. Ça, c'est aussi important à savoir. Une session de travail, en tout cas, ça dure combien de temps pour apprendre tout ça? C'est-à-dire une session, j'allais dire, de découverte, d'expérimentation, d'exploitation quand il n'y a pas de... Voilà, quand nous, on fait une session d'expérimentation, là, il y a des protocoles à suivre et là, ça va être plus cadré. Mais après, quand on accueille le public aux Journées du patrimoine, par exemple, ou aux Journées de l'archéologie,
C'est totalement Finalement, il y a des libre. gens qui peuvent vous suivre, etc. Parce qu'on peut être adhérent dans l'association et on va vous suivre sur un moment. C'est une journée qu'on passe avec vous, c'est une demi-journée? Non, on peut venir, par exemple, là, pour les journées nationales, européennes maintenant de l'archéologie. On organise, par exemple, une journée où on va faire des petits ateliers et des mini-conférences. Donc, c'est des conférences de 5-10 minutes. Et les gens peuvent venir au gré, partir, écouter une conférence, revenir, faire un atelier, repartir, revenir pour la grande conférence du soir qui est un peu plus exotique. Mais il n'y a aucune contrainte. Et les journées du patrimoine, c'est pareil, ils peuvent venir tester un atelier. Et tout au long de l'année, à part ces journées dites archéologie, ces journées du patrimoine, la meilleure manière d'aller vers vous, c'est de prendre un rendez-vous pour le Carex, etc. Voilà, quand le Carex sera réaménagé, là, ils pourront profiter comme ils veulent du site. Après, il faut suivre l'actualité sur le site ou sur la page Facebook. Et quand on fait une manifestation, il n'y a pas de problème. Nous, on le signale et ils peuvent participer. Grâce à toi, j'ai appris un truc. C'est-à-dire qu'à l'époque, on l'a dit tout à l'heure, ces fameuses aiguilles faisaient de la couture, mais même vous arrivez à déterminer même le fil qui est utilisé. Et je n'aurais pas pensé à certaines choses avec Alors oui, c'est le protocole que j'ai commencé et que je suis en train de finir. Donc la première partie, c'était d'essayer de voir si on pouvait lire les traces d'usure dans le chat de l'aiguille. Donc le chat, c'est le petit trou, hein, l'aiguille, on la connaît bien. Et on a les mêmes aiguilles dès le paléolithique supérieur. Et donc l'idée, c'était de se dire, voilà, si on peut lire les traces d'usure, ça pourrait permettre de déterminer déjà la nature de la fibre. Est-ce qu'elle est animale ou végétale? Et peut-être même mieux avec un microscope électronique à balayage. Et après aussi savoir quel support ça a. Donc là, les premiers résultats, oui, ça m'a permis de voir qu'on peut lire déjà des traces d'usure dans les chats d'aiguille. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on peut déjà voir si c'est des fibres d'origine animale ou des fibres d'origine végétale, puisque les traces ne sont pas les mêmes en fonction de... Et avec le côté animal, avec quoi on va faire ce fil, justement? Alors, il y a plusieurs types de fils d'origine animale, mais effectivement, les premières que j'ai essayées, c'est les fibres de tendon. Parce qu'on peut faire un fil extrêmement fin, mais extrêmement robuste, et ça va laisser une signature bien particulière sur les aiguilles en os. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils faisaient même des fils à coudre avec des tendons d'animaux. Bien sûr, ça se fait encore dans certaines régions. Donc, et c'est parfaitement efficace. Monsieur Giner? Une question. Et est-ce que vous avez essayé avec le byssus, des moules de douce ou autres? Alors, le byssus, il est bien connu, mais c'est une fibre d'une très grande fragilité. C'est quoi le byssus? Oui. Ah oui, parce que vous êtes bien gentil, mais il y a des gens comme... Alors, je vais vous faire rire un coup, c'est du poil de moule. Ah, byssus avec du poil de moule. C'est-à-dire que c'est une grande moule, un bivalve, d'accord, que l'on peut voir notamment au Muséum océanographique à Monaco. Malheureusement, donc c'est les petits poils. Quand vous mangez des moules, il y a des petits poils d'accroche. Donc, il faut imaginer que sur ce grand bivalve, ils sont un peu plus grands. Et ces bivalves, ils étaient répandus sur toute la Méditerranée. Donc effectivement, il y a des traces dans les textes anciens. Et effectivement, il y a de grandes chances que le byssus ait été exploité dans l'Antiquité et probablement même à l'âge du bronze dans le monde égéen. Maintenant, malheureusement, grâce à la pollution, les byssus sont devenus peau de chagrin et on en trouve... Enfin, ces bivalves sont devenus très rares. Donc c'est une fibre qui est devenue très rare aussi, mais c'est une fibre qu'on appelait aussi la soie de mer, parce que c'est une fibre très fine et très délicate. Mais en fait, je pose la question, parce que dans Jules Verne, dans 20 milieux sous les mers, les uniformes de l'équipage du Capitaine Nemo, c'est en byssus que les habits sont taillés. Voilà, parce qu'en plus, le byssus, quand on le met en contact avec un acide comme du jus de citron, il va prendre une couleur mordorée. Et donc effectivement, c'était vraiment des textiles réservés à un certain usage, mais on a des pièces médiévales où on a un bonnet en byssus, on a des gants en byssus, on a des broderies en byssus. Mais probablement pas, par contre, à la préhistoire. D'accord. J'ai appris plein de choses sur le byssus. Non, mais je trouve ça génial parce que je vous ai vu. Et là, moi, j'étais spectateur. C'est génial. Fil avec du tendon, avec du byssus, mais plein d'autres trucs, je suppose, pour faire du fil à coudre. On peut faire du fer avec des ronces, avec de l'ortie, évidemment. On fait des merveilleux fils avec de l'ortie. Voilà. Tu as l'ortie? L'ortie, oui, parce que dans la semaine, elle m'expliquait qu'avec l'ortie, je pouvais me faire des frictions de visage, c'est ça, de l'exfoliant, non? Oui, non, tu peux aussi, mais non, c'était pas ça. Mais aussi, tu peux te faire une limonade à l'ortie qui est très bonne. Ah, je savais bien qu'elle allait m'en sortir. Pas d'ardien plutôt.
Aïe. En tout cas, archéodidacte.wordpress.com, ça s'affiche à l'écran. Merci Sébastien. Et voilà, pour pas mal d'infos, pas mal d'ateliers qui sont en place, etc. C'est du côté de Bagnoles, mais pas, en forêt, mais pas seulement. Il y en a un peu partout. Et finalement, on peut apprendre des tas de choses comme ça, et avec un vrai accompagnement où vous reproduisez votre recherche initiale, etc. dans le Carex, etc. Et où on se prend finalement pour des archéologues. En tout cas, et on apprend plein de choses. C'est génial ça. C'est grandeur nature. Voilà. Tu m'avais parlé d'un gars qui avait, avec un emballage, il avait retrouvé un truc en Angleterre, en Écosse. Oui, c'est Et le gars avec une boîte qu'il a eue Ah, archéologique. le petit jeune là. Oui, un petit garçon de 7 ans. un petit garçon, oui. Il l'avait trouvé. En fait, ses parents lui ont fait un petit kit d'archéologue pour rigoler. Lui, il s'amusait. Il est tombé sur des fossiles du Cambrien de 540 millions d'années. Dans son jardin. Dans son jardin. Mesdames et messieurs, La voilà. découverte paléontologique majeure. Donc en apprenant tout ça, voilà, vous allez peut-être pouvoir réussir à faire des découvertes dans vos jardins. Merci Sandra pour cette semaine, merci Stéphane pour cette semaine. Merci. Merci pour cette émission Carole Cheval et un grand merci pour la semaine aussi à toute notre équipe. Gros bisous, à très bientôt et bon week-end.